J'ai une histoire avec la pilule et j'ai travaillé très vite en petites mains dans un laboratoire à la faculté de médecine, un truc qui n'existe plus, qui s'appelait cyto, embryo et histologie. Et dans ce laboratoire, il y avait deux patrons. Je dépendais de celui que je préférais, qui s'appelait le professeur Gziba, qui est décédé il y a quelques années et qui a beaucoup fait pour la sexologie aussi. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, pur produit des années 70, donc j'étais au labo, je ne sais plus, en 71, je ne sais plus, et mon patron Gziba, qui était mon vrai patron, me convoque et me dit « Alors Marie, tu prends la pilule ?» Je dis « Monsieur, ça ne vous regarde pas. » Voilà. Et puis, bon, on en discute, etc. 8 jours après, l'autre patron, mais qui n'était pas mon patron direct, qui était un vieux monsieur, un peu très très lyonnais, comme on dit, hein, très très lyonnais, hein, me dit « Marie, venez dans mon bureau, très solennel, je m'assois. » Et il me dit « Je vais vous expliquer ce que c'est que la pilule. Vous aurez des enfants anormaux. Vous serez vieille et sèche avant l'heure. » Enfin, un quart d'heure de trucs abominables. Bon, ce monsieur était très, très catholique, voilà. Bon. Donc, voilà, c'est quand même un peu complexe. C'est tout simplement pour vous dire, à vous toutes les jeunes femmes, que c'était pas aussi simple à cette époque. C'était quand même, on était prises dans des trucs qui nous dépassaient un peu, parce que pourquoi? Donc, bien évidemment, je dis mon histoire avec le, puis les pharmaciens. Je vais un jour demander une boîte de pilules et enfin, j'avais une ordonnance de pilules. Et le pharmacien claironne « Vous êtes marié ?» Alors j'ai dit « Monsieur, vous n'avez pas à le savoir et que je sache avec une prescription, on n'a pas besoin de décliner toute son histoire. »« Oui, ben si vous n'êtes pas marié, je ne vais pas vous donner la pilule. » D'accord. Bon, alors, après, je me suis fait un jeu avec certaines amies d'aller dans des pharmacies avec une ordonnance de pilule et de voir comment ils réagissaient. Alors certains, très bien, ne posaient pas de problème, faisaient leur boulot, donnaient la boîte. Mais alors, qu'est-ce qu'on a entendu? On aurait dû, on est bête, mais à l'époque, il n'y avait pas des petits enregistreurs comme ça qu'on puisse mettre dans la poche. On aurait dû enregistrer, faire un bouquin, ça aurait fait un succès. Maintenant déjà depuis une certaine année. Et puis, il y a eu le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, pardon, il manque un N, mais qui a été assez important à Lyon. Et puis ça aussi, pour vous dire quand même que c'était une drôle de période et que c'était pas si évident que ça la pilule, donc je me suis ramassé une claque parce que enceinte, je manifestais place Bellecour à Lyon, grande place, pour effectivement la contraception et toutes ces choses. Et je me suis ramassé une claque par un vieux monsieur qui est venu très solennellement et qui m'a fait une jolie claque alors que j'étais enceinte comme ça. Très bien. C'est intéressant. Hein? C'était intéressant. Mais je dis pour ça, parce que toutes ces jolies, mignonnes sages-femmes qui sont ici, elles ne pensent pas que des choses comme ça existaient quand nous étions jeunes. C'était au Moyen-Âge pour vous. Mais c'est vrai qu'on est peut-être le Moyen-Âge. Donc maintenant, je vais essayer de commencer l'histoire de la pilule. Alors, l'histoire de la pilule, ça m'a un peu agacé, parce qu'effectivement, quand même, ce qui sort toujours, c'est quand même Grégory Pincus. Hein. On le sait, c'est lui qui a, dans son centre de recherche en biologie, en travaillant sur les hormones sexuelles, eh bien, a tout d'un coup fait une combinaison intéressante de progestérone et œstrogène de synthèse, et qui permettait de bloquer l'ovulation, et qui s'est révélé très efficace. Comment on a su que c'était très efficace? On a commencé par prendre des étrangères. Hein. On a commencé à faire ça au Mexique, à Porto Rico, etc. Et donc, on a fait cette première pilule qui s'appelait Enovide, et l'efficacité a été prouvée, puisque ces femmes qui avant avaient des enfants, ont pu effectivement ne pas être enceintes, tout en continuant une... Donc, j'ai appris aussi qu'il y avait eu des expérimentations sur les femmes françaises. Alors moi, je n'en avais jamais entendu parler avant mes recherches. Très honnête. Cette pilule, elle a été commercialisée donc en 1956 en Allemagne, en 1960 aux USA. Pour nous, il a fallu attendre un peu plus. Et alors, ça, j'ai trouvé que ça valait son pesant de cacahuètes. C'est que comme on travaillait sur les lapines, hein,
dans les laboratoires, vierge et mère, ça c'est l'Église catholique qui a dit ça, hein, et ben, il y a eu une controverse parce que ça remettait en cause l'Évangile. C'était des lapines. Ok. Alors, en fait, aux États-Unis, la pilule, c'est une histoire de femme au début. Donc vous avez 3 femmes très importantes. Vous avez Elizabeth Cady Stanton. Je vous montrerai la photo après parce que je ne suis pas très douée. Moi, je suis pas... Voilà. Donc, elle a épousé un journaliste libéral qui était anti-esclavagiste. Et donc, elle s'est mariée, mais elle n'a pas prononcé les vœux d'obéissance à son mari. On est quand même en 1840. Hein. Son mari était très, très ouvert aux droits des femmes, mais quand même, il l'a un peu embêté parce que, avec son beau-père, main dans la main, ils se sont opposés au droit de vote pour les femmes. Une deuxième femme, tout à fait intéressante, c'est Catherine McCormick, biologiste, suffragette, philanthrope. Alors elle a mis sa fortune, dont elle avait hérité de son papa, à soutenir financièrement les recherches qui ont abouti à la pilule. C'est-à-dire Gregory Pincus, vraiment, c'est grâce à elle et à son argent qu'il a pu faire tout son travail. Donc c'est quand même tout à fait intéressant. Et une troisième femme qui est tout à fait intéressante, c'est Margaret Higgins Sanger, infirmière, militante anarchiste et qui a fondé l'American Birth Control League. Et elle l'a fondée, alors je ne sais plus l'année, mais enfin, il y a longtemps. Je pense au début du siècle, au début du 19e. Et donc, c'était la lutte pour la contraception, pour la liberté d'expression des femmes, et ça va devenir le planning familial. Alors, je vous montre les photos de ces petites dames pour vous montrer quand même qu'effectivement, on est bien je vais dire des bêtises, au 19e, c'est ça? Oui, on est bien au 19e siècle, vous voyez, à leur allure, etc. Elles ont été extrêmement intéressantes. Alors, d'autres femmes, il y a une féministe anglaise, socialiste, qui s'est battue pour le droit à la contraception en 1877. C'est quand même pas... Hein, c'est quand même très... Et en France? Ah, en France, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est catholique. Et donc, le pape de l'époque, Pie XI, s'opposait, et l'État aussi. L'État a fait de la propagande pour les familles nombreuses, sous prétexte de guerre, bien sûr. En 1937, on a on a monté une brigade policière anti-avorteuse. Extraordinaire. En 1940, on a établi la fête des mères, la médaille des familles. Il faut avoir 6 enfants pour avoir la médaille des familles. Et puis, bien sûr, post-guerre, eh bien, il y a eu un baby-boom. Mais effectivement, le baby-boom, je ne pense pas que ce soit seulement la volonté des couples de repeupler la France de chair à canon. C'est aussi parce que tout était compliqué pour ça. En 1950, quand même, il y a le mouvement pour la maternité heureuse. Et effectivement, je vous ai dit, la pilule contraceptive, eh bien, elle est venue en 1960 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suisse, etc. Il faut quand même attendre 1967, et je vous dirai avec qui, pour que cette pilule arrive en France. On n'est vraiment pas des pionniers dans cette histoire. Alors, commercialisée donc en 1960 aux USA, en Grande-Bretagne en 61, et nous, on a attendu. Il n'y avait pas de légalisation, il y avait par contre des pilules clandestines, qui étaient distribuées dans certains centres de planification, et entre autres, le centre de planification à Grenoble a été extrêmement, j'allais dire, promoteur, oui, pas cher, et les pilules, elles venaient d'Angleterre ou de Suisse, on allait les acheter, etc. L'autorisation n'a été donnée de la contraception orale qu'en 1967, c'est-à-dire la loi Neuwirth. J'appuie pas. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, les Françaises? Elles se sont débrouillées, hein, bien sûr, comme d'habitude, abstinence, méthode Ogino, contrôle des températures, coït interrompu et beaucoup avortements clandestins. Les femmes qui avortaient risquaient la prison à cause de la loi de 1920. La stérilité, bien évidemment, ce n'était pas toujours fait dans des conditions extraordinaires.
l'infirmité, voire la mort. Et ça arrivait, et à l'hôpital, les vieilles, excusez-moi, infirmières qui étaient plutôt des religieuses que des infirmières d'ailleurs, mais qui faisaient ce boulot, nous racontaient avec, suivant leurs idées, beaucoup de gourmandises de ces femmes qui arrivaient en pissant le sang et qu'on n'en sauvait qu'une sur deux, tout ça parce qu'elles s'étaient traficotées avec des aiguilles à tricoter, ou effectivement de femmes qu'elles avaient sauvées parce qu'elles n'étaient pas toutes du côté du pape, si je puis dire. Et à l'époque, ceux qui pratiquaient ou qui aidaient effectivement à un avortement étaient passibles des travaux forcés. C'est quand même pas rien. Alors, il y a un homme que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie, et qui est vraiment un homme extraordinaire pour nous les femmes en France. C'est la fin des années 60, et c'est un politique gaulliste et féministe, très jeune. Il a été traité, puisqu'il s'est occupé de contraception, fossoyeur de la France, malfaiteur public, assassin d'enfants, et je vous en passe, ça c'est les meilleurs. En mai 1944, il était en Angleterre, il s'appelait Lucien Neuwirth, et il draguait un peu, et une Irlandaise qu'il a retrouvée après s'être donné rendez-vous, lui a mis un petit cachet dans la main et lui a expliqué que c'était un spermicide et qu'il fallait effectivement le mettre dans le vagin et que ça allait empêcher qu'il y ait effectivement une, grossesse. Et donc, il a été époustouflé, il en a parlé à tous ses copains de la France libre, il est devenu Lulu la pilule. En 1947, il avait 23 ans, il est devenu le plus jeune adjoint au maire de France, à Saint-Étienne, Loire, dans ma ville. Donc j'ai entendu souvent M. Neuwirth parler, on le faisait même venir dans mon lycée. Ce maire lui avait dit, le maire de l'époque lui avait dit, c'était un monsieur de, celui qui changera la loi de 1920, qui interdit la contraception, n'est pas encore né, M. Neuwirth, parce qu'il était venu dire que peut-être que machin. Bon, très bien. Mais comme il était malin, il est allé voir De Gaulle. Comment j'ai fait? Bon, enfin, peut-être que j'ai fait sauter une diapo. Donc, Lucien Neuwirth, il a permis l'abolition de la loi de 1920 et 23 sur le territoire français. Elle a été ensuite appliquée longtemps, Burkina Faso, Togo jusqu'en 2006, et j'ai pas toutes les. Et pourquoi il a fait ça? Parce que, d'abord, il avait, lui, compris que c'était important de ne pas mettre les femmes enceintes. Hein, et puis, il a vu une femme enceinte, bien enceinte, dans son bureau, qui est venue lui crier dessus, et j'en fais quoi? Je le mets où? J'en ai 5, est-ce que je le mets dans le tiroir de la commode? Et ça l'a encore plus déterminé à faire quelque chose. Donc, en 1967, il y a eu la loi de légalisation de la pilule, qui a permis l'abolition de la loi de 1920, qui interdisait toute publicité des moyens contraceptifs. Et on pouvait aller effectivement en prison pour avoir fait de la publicité ou avoir donné des adresses. Voilà. Donc en 20 ans, à partir de cette époque, les femmes de 15 à 49 ans qui prennent la pilule passent de 4 à 30%. En 1974, la pilule est délivrée aux mineurs sans accord parental. En 1980, il y a le sida, donc diminution de l'utilisation de la pilule parce que tout le monde doit utiliser un préservatif et qu'on fait effectivement confiance au préservatif, ce qui parfois est un peu compliqué. En 91, pilule du lendemain sans prescription médicale et en 2001, gratuite pour les mineurs. Donc on a avancé. Enfin quand même, hein, entre 67 et 2001, il s'en passe du temps. Alors, Neuwirth et De Gaulle. Parce que si Neuwirth, qui était très jeune, a pu faire ça, c'est parce qu'il est allé demander un rendez-vous à De Gaulle. Et De Gaulle lui dit, alors, exposez-moi votre affaire. Il a parlé 20 minutes, M. Neuwirth, Lucien. Il dit, il m'a écouté attentivement, il a dit, c'est vrai,
Transmettre la vie, c'est important. Il faut que ça soit un acte lucide, continué. Et la loi a pu être votée quelques années après, mais c'est quand même assez extraordinaire de savoir que De Gaulle, avec toute sa prestance, son catholicisme, etc., bon. Donc, moi, ça m'a passionné de voir ça. Ce que j'avais appris en philo, mais que j'avais complètement oublié. Et donc, toutes les religions ont été un frein et sont encore un frein considérable pour la contraception. Mais là, je ne vous apprends rien. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit, est une des campagnes que j'ai vues passer. Mais quand même, j'exagère peut-être de dire toujours autant d'IVG, mais enfin, les chiffres, ils n'ont pas vraiment baissé de manière drastique. Donc c'est quand même... à quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse, hein, disait à une époque. À quoi ça sert que nous, on se décarcasse aussi, hein, à parler, à faire des informations, etc., à distribuer la pilule, bon. Et les causes d'interruption volontaire de grossesse, eh ben, c'est pas de contraception. Mais vous savez, docteur, ça fait grossir. Si, ma copine, elle a des plus grosses cuisses. Pas de contraception, stérilet, c'est rare. Là, avec la pilule, parce que la pilule, ça s'oublie, oui, ça s'oublie. Ça se prend pas à la bonne heure, etc. On peut avoir aussi des ruptures de préservatifs. Et puis, on avait et on a de nouveau les méthodes naturelles. Hein, il ne faut pas s'abîmer le corps avec des hormones, vous savez. Et puis, il y a le retrait. Il y a donc des tas de manières de tomber enceinte tout en croyant se protéger. Et effectivement, comme je le disais, les femmes se plaignent de prise de poids, de migraines, de douleurs des seins, de gonflements, de saignements, et tutti quanti. Et en plus, pour le moment, c'est pas du tout à la mode de prendre la pilule, me dit ma petite fille qui a 17 ans. Ceci dit, elle la prend. Hein. Mais c'est pas moi qui l'ai convaincue. Alors, on peut parler de la libération d'il y a 50 ans aux réticences actuelles. C'est ça qui, quand même, pour des vieilles comme nous, hein, nous pose question. La pilule, ça fait grossir, ça donne des boutons, ça rend stérile. On peut faire des AVC, hein, bien sûr. Oui, mais enfin, on ne va peut-être pas vous donner une pilule de 4e génération alors que vous avez 16 ans, etc. Mais on fait des calculs, vous savez, docteur, c'est très très bien. Hein. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont un cabinet à Lyon, c'est un couple, ils font que ça. Hein. Ils ne font qu'expliquer comment on fait la méthode naturelle. C'est un petit peu bizarre. Moi, je vois un certain nombre qui ont été dans ce cabinet, qui ont payé relativement cher pour qu'on leur explique tout ça, et qui, eh bien, effectivement, étaient enceintes quand même. Et le préservatif, docteur, mais enfin quand même, c'est pour se protéger du sida. Moi, j'ai fait les tests, mon copain a fait les tests, pourquoi on prendrait un préservatif? Et puis, pour certaines, c'est la peur de ne pas avoir d'enfant, parce que vous avez quand même tout un mouvement, mais qui n'est pas idiot, hein, qui vous dit qu'il faut faire des enfants avant tel âge, que faites attention, votre réserve ovarienne, à partir de 35 ans, c'est cuit, que vous allez être obligé de passer par des traitements, etc., etc. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour les jeunes femmes. Et ça, c'est une phrase de Nathalie Bajos, qui a quand même fait un article récemment. Diaboliser la pilule, c'est réduire de facto le choix offert aux femmes. Et elle demande effectivement aux prescripteurs de contraception de faire attention, c'est-à-dire de poser des questions et de voir la satisfaction, les peurs, les préférences, les contraintes de leurs patientes. C'est bien que Nathalie Bajos fasse ça. Nathalie Bajos, je l'aime beaucoup, mais elle n'est pas gynéco avec le nombre de gynécos qui s'étiolent de plus en plus. Même si les sages-femmes qui font des prescriptions et qui viennent à Sexogine ou qui font les formations de nos DU de sexualité sont tout à fait... Et c'est quand même pas un nombre qui va couvrir pour le moment tout le territoire national. Donc c'est quand même pas si simple. Et ma petite fille me disait, tu sais mamie, j'ai réfléchi, en fait ces histoires de contraception, c'est bien quand tu es au lycée. Parce que tu as des infirmières scolaires tip-top. Mais alors après, comment on fait ?
J'ai un certain nombre de noms de personnes compétentes à Lyon, donc j'ai pu l'envoyer chez une sage-femme super compétente, qui a fait sexo, qui est géniale, etc. Mais qui frise la cinquantaine, la fin de la cinquantaine, voilà. Donc c'est compliqué. Et il faut effectivement faire, je sais pas, faire avec beaucoup d'attention aux gens qui sont en face de nous. Qu'on soit en consultation de sexologie, je pose toujours la question de la contraception. Qu'on soit en consultation de gynécologie, même si la femme elle est là, elle a mal là et elle a mal là, eh bien effectivement, on doit parler de contraception. Seulement, est-ce qu'on a encore le temps? Et est-ce que tous les médecins, gynécologues, généralistes et sages-femmes qui voient ces femmes ont le temps de pouvoir poser ces questions, parce que ces questions, ça se pose avec tact, ça se pose au bon moment, c'est pas vous prenez la pilule, voilà, donc ça demande beaucoup de choses. Alors, et la pilule masculine? Alors, dans les années 70, à Lyon, toujours ces fameuses années 70, eh bien, effectivement, il y avait eu tout un travail où sur la contraception masculine, j'ai eu des tas de copains qui ont pris la pilule de manière très militante, etc. Et bon, ça n'a pas bien sûr abouti, mais ça a été une période formidable, je dirais. Et de nouveau, actuellement, aussi, à Lyon, on fait encore des recherches là-dessus. Ceci dit, quand je raconte ça à des jeunes patientes, ou à ma petite fille et ses copines, elles me disent d'accord, mais enfin, il faut leur faire confiance. Quand on voit comme ils sont à l'heure au rendez-vous, est-ce qu'ils vont prendre leur pilule à l'heure? Ah d'accord, je n'ai pas pensé. Et dans le même temps, donc, c'est la phrase à la mode, dans le même temps, vous êtes d'accord. Elles ne veulent pas de cette chimie, mais le préservatif pète. Donc on prend la pilule du lendemain, et souvent la pilule dans le lendemain, enfin, dans ce que je vois, c'est un mode d'entrée dans la contraception orale. Et puis alors, il y a des méthodes, vous savez, ça fleurit. Les livres fleurissent de gynécologues ou pseudo-gynécologues sur votre corps, votre machin. Et donc maintenant, la méthode des températures s'appelle symptothermique. Parce que vous devez vous tâter les seins, regarder si vous avez de la glaire, etc. Enfin, prendre un certain temps pour vous occuper de votre corps. Et comme ça, vous savez quand vous pouvez faire ou pas. Mais et là aussi, je suis en référence avec ma petite fille en lui demandant, et alors tes copines? Elle me dit, oui, mais enfin c'est déjà compliqué de prendre des rendez-vous avec nos mecs, avec nos cours, nos trucs, nos machins, le cinéma, les concerts. Alors si en plus il faut faire tout ça, moi, elle me dit, je vois pas bien. Mais il y en a qui voient, dont 2 de ses copines, qui donc ont été enceintes, l'une au bout de 3 mois et l'autre au bout de 4, et qui maintenant prennent la pilule. Et effectivement, ce qu'il y a quand même, je ne vais pas dire de drôle, mais de questionnant, c'est que les taux de l'IVG sont quasi constants. Très très peu diminués. Je ne sais pas, notre ami qui est... Tu es d'accord? Voilà. Eh bien voilà, j'ai fini de dire ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai oublié des choses, mais c'est pas grave. Alors, ma première confrontation avec la conscience dans l'exercice de mon métier de gynécologue date d'une 30aine d'années, lorsque l'étudiante que j'étais a vu un frémissement d'inquiétude dans les yeux de mon maître et patron, le professeur Jean-Louis Viala. Probablement a-t-il lu lui aussi quelque chose de ce type en moi, puisqu'à cette époque où il devait ouvrir le centre d'IVG du CHU de Montpellier, c'est moi qui l'a chargé de sa conscience en me demandant de courir tous les collèges de la région pour informer les jeunes sur la contraception et pour ainsi tenter de réduire le taux d'IVG de Montpellier. Car les années passaient, et Marie Chevret l'a dit, les IVG ne bougeaient pas. Il y avait 220 000 IVG par an en France et avec la contraception moderne, légale, bien tolérée, remboursée et parfaitement installée, il y a toujours, bon an, mal an, 220 000 IVG en France. Ces IVG d'une stabilité déconcertante malmènent les consciences des adultes préposés à ce type de prévention. Alors la réflexion qui va suivre interroge cette absence déconcertante de corrélation entre contraception et IVG.
Et pour cela, il faut d'abord comprendre comment les choses se sont passées, car tout a commencé avec le désir des femmes elles-mêmes à maîtriser leur fécondité. Ce désir d'une mainmise sur la conception est bien antérieur à mai 68, antérieur aussi à la promulgation de la loi libéralisant la contraception, 1967, vous en avez parlé, Marie-Lucien Neuwirth, le fameux « un enfant si je veux, quand je veux », brandi dans les rues de Paris en 1970, a commencé à émerger dans les consciences bien longtemps auparavant. Neuwirth n'a rien fait d'autre, et je n'enlève rien en cela à ses qualités immenses, que de répondre à cette attente dont il savait qu'elle allait devenir incontournable. Quand la contraception leur a été offerte, les femmes l'ont utilisée massivement et très rapidement. Et la couverture contraceptive des Françaises est devenue une des meilleures du monde. Alors, comment donc est-il possible qu'il y ait toujours autant d'IVG ? Eh bien, en fait, durant ces 40 années, les choses ont changé. À la fin des années 60, une grossesse sur deux, une sur deux, était mal planifiée, disait-on, ou non désirée. Aujourd'hui, on est passé de 1 sur 2 à 1 sur 5. Mais cette nouvelle génération de femmes, les jeunes femmes actuelles, ont placé très haut leurs exigences et elles sont moins tolérantes à l'échec. Et ces grossesses non désirées, bien que beaucoup plus faibles en taux, aujourd'hui, sont interrompues. C'est les 220 000 IVG actuels. C'est peu. C'est donc beaucoup moins que les 220 000 IVG d'antan. Ce ne sont plus les mêmes femmes. Ça n'est plus la même sexualité, ce ne sont plus les mêmes exigences, les mêmes attentes, ce ne sont plus les mêmes rapports sexuels. Il ne s'agit plus du tout des mêmes IVG. Il est là, le succès de l'excellente couverture contraceptive, vous l'avez entendu, elle a divisé par 4 ces grossesses non planifiées. Et le résidu, aujourd'hui, est interrompu. Alors que pour nos mères et nos grands-mères, la grossesse non voulue, eh bien, c'était un mariage à la hâte et un premier enfant accueilli précipitamment, ou bien un petit 4e accueilli en disant « celui-là, c'est Dieu qui l'a voulu ». Mais nos 220 000 IVG par an, aujourd'hui, si c'est peu, c'est aussi beaucoup, parce qu'une IVG est pour une femme une blessure, mais aussi, en ce qui nous concerne, nous, soignants, parce qu'il n'est pas une seule IVG pour laquelle nous ne nous disions qu'elle aurait pu être évitée. Nous portons sur nos épaules l'insoutenable défaillance du contrôle préventif. Et nous sommes particulièrement attentifs dans ce souci préventif au début de la vie sexuelle. Car Nathalie Bajos, dont vous avez parlé, Marie Chevret, dans son enquête sur la sexualité, nous enseigne que pour les jeunes, la période que les sociologues appellent préparation à la sexualité, eh bien c'est là la période d'apprentissage. Car dès la puberté, ils veulent savoir, ils veulent comprendre et ils partent à la recherche des informations pour les filles, à l'école, à la télévision et auprès de la mère. Pour les garçons, à l'école, à la télévision et auprès des copains. Le premier baiser a lieu à 14 ans pour les filles et à 13 ans pour les garçons, et l'âge du premier rapport est stable depuis de nombreuses années, 17,6 ans pour les filles et 17,2 pour les garçons. Au cours du siècle dernier, l'entrée dans la vie sexuelle s'est avancée d'1 an et demi à baisser pour les garçons et de 3 ans pour les filles, mais l'âge de ce premier rapport n'évolue plus depuis de nombreuses années. Le préservatif est utilisé 9 fois sur 10. Ce premier rapport constitue pour la plupart des filles un engagement non pas conjugal bien sûr, mais un engagement amoureux. Ceci est moins vrai pour les garçons. Les filles vont espérer plus que les garçons une relation longue, mais ce premier partenaire n'est pas l'homme de leur vie. Cette entrée en sexualité qui se fait aujourd'hui à peu près au même âge pour les deux sexes et avec ce premier partenaire qui a peu de chances d'être le futur conjoint, et sous pilule 1 fois sur 2, et sans protection aucune pour 7% de ses premiers rapports. Vient ensuite la phase préconjugale. Entre ce premier rapport et la première mise en couple, eh bien, elle dure 4 ans pour les jeunes femmes contre 6 pour les hommes. Et durant cette phase, il va y avoir une succession de partenaires, mais pour les femmes, c'est chaque fois une histoire d'amour. Il y aura aussi des périodes sans rapport.
Les relations sans lendemain sont plus fréquentes chez les hommes, même si elles existent bien sûr aussi chez les femmes. Et durant cette période, les hommes auront plus que les femmes des partenaires multiples. Une contraception est en place pour 90% d'entre eux. Néanmoins, si cette jeune génération affiche un nombre de partenaires supérieur aux générations antérieures, nous le savons, ce nombre a baissé par rapport à une génération très particulière. Je veux parler des hommes et des femmes nés entre 55 et 70. Ceux-là ont bénéficié à la fois de la libéralisation sexuelle, de la contraception moderne, et ils ne connaissaient pas encore le VIH. Après la phase préconjugale vient l'installation en couple vers 23 ans pour les femmes et 25 pour les hommes, et nombreux sont les couples à ne plus utiliser à l'heure de contraception, car dans 20% des cas, la femme est enceinte, dans 29% des cas, elle cherche à l'être, et pour les autres, la contraception privilégiée est à ce moment-là la pilule. Le préservatif revient en cas de changement de partenaire ou de partenaire occasionnel. Donc, plus de 2 femmes sur 3 en âge de procréer dans notre pays utilisent une contraception. Et plus de 2 femmes sur 3 entre 15 et 49 ans, c'est la totalité des femmes que l'on appelle concernées, c'est-à-dire celles qui ont des rapports sans souhaiter être enceintes. Car un tiers restant n'a pas besoin de contraception. Ce sont les femmes enceintes ou cherchant à l'être, les femmes stériles, les femmes homosexuelles ainsi que les femmes n'ayant pas de rapport. L'enquête Fécond nous montre qu'il ne reste au final, et vous voyez la petite partie rouge, que très peu de femmes en âge de procréer qui sont réellement à risque de grossesse non désirée, 2,3% de la population générale. C'est donc là la situation excellente dont nous parlions en matière de couverture contraceptive. Cette situation qui fait parler des femmes françaises en termes d'excellence dans le monde entier. Mais doucement, les choses sont en train de changer, car une désaffection pour la pilule, Marie Chevrat en a parlé, est apparue. Les femmes ont peur des hormones. En consultation, elles nous parlent de s'empoisonner, de s'intoxiquer. Elles n'acceptent plus du tout les légers effets secondaires de la contraception hormonale. Et surtout, elles parlent beaucoup de la nature, du respect de la nature. Entre 2000 et 2013, l'utilisation de la pilule a beaucoup baissé et à cela, nous devons rajouter la fameuse crise contraceptive de 2012 après qu'une jeune femme ait attaqué l'industrie pharmaceutique pour avoir fait un accident vasculaire sous pilule de 3e génération. Dans les mois qui ont suivi, une femme sur 5 a changé de méthode. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois, le parquet de Paris a classé sans suite l'enquête sur les pilules de 3e ou de 4e génération, mais pour nous, le mal était fait. On était passé pour la pilule de 55 à 50% en 10 ans, entre 2000 et 2010. On est passé très brutalement de 50 à 40% entre 2010 et 2013. Et depuis 2013, on a encore perdu 3 points. La plus forte baisse de l'utilisation de la pilule se voit chez les jeunes femmes entre 25 et 30 ans qui se tourneront plutôt vers le stérilet pour les femmes diplômées, plutôt pour les préservatifs ou les fameuses méthodes naturelles pour les femmes plus précaires. Mais la baisse de la pilule ne signifie pas, pour cette jeune génération, une baisse de la vigilance contraceptive. La maîtrise de la conception reste une priorité. Le stérilet connaît une forte augmentation et il est en hausse spectaculaire, surtout chez les 25 à 29 ans. Il atteint les mêmes taux que la pilule entre 30 et 34 ans et il passe en tête à partir de 35 ans. Le préservatif occupe la 3e place et la stérilisation définitive féminine arrive loin derrière, très peu utilisée en France par rapport au reste du monde. Alors, eh bien, on assiste tout simplement à une diversification des méthodes. Le modèle français que nous connaissions, préservatif d'abord, puis pilule pendant la mise en couple, puis stérilet après les enfants, a changé. Voilà ce que le baromètre santé 2016 nous montre. Vous voyez que le stérilet en vert est en train de gagner petit à petit les âges, les tranches d'âge jeunes,
Et vous voyez tout en haut ici que les autres méthodes qui auparavant étaient plus facilement utilisées entre 45 et 50 ans, comme se retirer par exemple, ou comme essayer de calculer les jours du cycle, je dis bien essayer, eh bien ces fameuses méthodes naturelles sont en train de gagner les toutes jeunes femmes, c'est-à-dire les femmes hyper fertiles. Mais vous l'aurez compris, pour nous, la baisse de l'emploi de la pilule et l'arrivée des méthodes naturelles nous font craindre une recrudescence des IVG. Et à cela, il faut rajouter un nombre totalement insuffisant de ventes de la pilule du lendemain et nombre en plus qui baisse depuis 2013, nous dit l'adresse. Eh bien, nous en arrivons aux IVG, car le résultat de ce panorama, c'est toujours ce même chiffre stable du nombre d'IVG en France, 211 900 en 2016. Ce nombre qui était relativement stable en 2016, jusqu'en 2006, a monté subitement après la crise de la pilule de décembre 2012, et puis il est légèrement en baisse depuis 3 ans, mais cette baisse reste à confirmer. Le taux de recours de l'IVG est de 13,9 IVG pour 1000 femmes entre 15 et 49 ans, mais il est beaucoup plus haut entre 20 et 24 ans, 26 IVG pour 1000 femmes. Par contre, il ne cesse de décroître d'année en année chez les toutes jeunes femmes. L'indice conjoncturel d'avortement, c'est-à-dire la somme des taux d'IVG par âge, est à 0,52 IVG par femme, stable depuis 2006. Attention, cela ne signifie pas qu'une femme sur 2 fera une IVG dans sa vie, car dans ces femmes ayant besoin d'interrompre une grossesse, 9,5% y auront recours une deuxième fois et 4,1% une troisième fois et plus. Donc si l'on corrige les chiffres, eh bien nous avons une femme sur 3 en France qui aura recours à l'IVG une fois dans sa vie. L'âge moyen de cette IVG est à 27 ans et demi et aujourd'hui, plus de la moitié des IVG sont réalisées par voie médicamenteuse, ce qui est une excellente chose, 30% en établissement, 24% en cabinet, 1,5% en centre de planification et d'éducation familiale. Ce fort taux d'IVG médicamenteuse a réduit considérablement l'âge de la grossesse à l'interruption. Nous sommes aujourd'hui à 7 semaines. Alors, pour ces femmes, presque toutes sous contraception, pour les femmes concernées, attirant les regards du monde et qualifiées d'excellence, d'où donc viennent ces IVG? Nous l'avons vu, il n'y a que 2,3% des femmes françaises qui ne souhaitent pas être enceintes sans utiliser de contraception. Ce sont les femmes à risque. La toute petite partie rouge du camembert tout à l'heure, eh bien, ces femmes qui sont ici représentées en rose, en haut, sont responsables, c'est logique, de la moitié des IVG. Mais ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est que les femmes françaises sous contraception sont responsables de l'autre moitié. Alors, 32 d'entre elles proviennent des méthodes de contraception que nous jugeons comme n'étant pas fiables. Mais 15% des femmes sous contraception totalement fiables des IVG proviennent des femmes sous contraception totalement fiables. Et ces femmes que vous voyez ici en rouge, sous pilule ou sous stérilet, vous le comprendrez, sont forcément un jour passées par nos bureaux. On pointe là notre première responsabilité. Nous, soignants, prescripteurs, écoutants, décideurs, nous laissons passer 33 000 IVG chaque année. Donc la France ne rentre pas dans le modèle mathématique simple, celui dans lequel nous pouvons considérer que s'il y a contraception, il n'y aura pas IVG comme la Hollande, que s'il n'y a pas contraception, il y aura IVG comme le Japon. Eh bien non, la France, elle a les deux. Elle a la contraception et elle a les IVG. Et vous voyez sur cette image qu'on avait toutes les raisons d'imaginer la France entre ses voisins directs comme l'Espagne ou la Belgique avec un taux de recours à 5 pour 1000 par exemple. Eh bien non, elle est au milieu des pays d'Europe de l'Est avec ses 14 pour 1000. La France a un des plus mauvais résultats européens en matière d'IVG. Alors la question que je souhaite poser devant vous aujourd'hui est simple. Est-ce que nous devons continuer à nous occuper d'améliorer la contraception ? Ou est-ce que peut-être nous devons chercher ailleurs? Que se passe-t-il d'abord dans le huis clos de nos bureaux? Eh bien, la consultation de contraception
vous le savez tous, n'est pas une consultation de prescription. C'est un temps très particulier qui va devoir aider la jeune patiente à s'autonomiser. C'est beaucoup plus qu'un acte médical. C'est un rite de passage d'enfant à femme. C'est l'entrée officielle dans le groupe des femmes. Et c'est à nous de confirmer, à nous de responsabiliser. Elles ne pourront plus désormais être à la fois grandes et petites, donner l'ordonnance à la mère. Tiens, bien sûr ma chérie, je vais tout de suite te l'acheter. Avoir des rapports avec un garçon ou bien déjà y penser, c'est assumer tout ce qui va avec. Il est aussi indispensable de prendre le temps. Marie Chevret l'a dit, un temps très long dans cette consultation, car après avoir choisi ensemble la méthode la mieux adaptée, il faut expliquer point par point le fonctionnement, l'utilisation, mais aussi le rattrapage des erreurs. Et puis, il faut rectifier ce sentiment de plainte, cette litanie d'effets secondaires mineurs qui brouillent les échanges. Cette nouvelle génération est née avec la contraception, est née avec la prise en charge globale de la santé telle qu'elle existe dans notre pays. Elle est exigeante, elle pense avoir des droits, elle revendique le moyen parfait, et si nous ne l'avons pas, elle fronce les sourcils. Et immédiatement, elle propose de tout arrêter, et dans ce cas, c'est nous qu'elle punit, pas elle. L'IVG a changé de camp aujourd'hui. C'est notre échec, pas le sien. Notre prix à payer, pas le sien. Il est essentiel de recadrer. Il s'agit de votre décision. Votre contraception, c'est votre responsabilité. Et puis en dehors de nos bureaux, nos dirigeants s'activent et les lois se succèdent. Beaucoup de lois, peut-être trop de lois, et peut-être plus ces dernières années, de lois tendant à faciliter l'accès à l'IVG, ce qui est évidemment une excellente chose, mais plus que de lois se préoccupant de la question de la contraception. Et puis nos dirigeants veulent comprendre les raisons de l'interminable stabilité du nombre d'IVG, alors il est demandé à l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, d'établir un rapport. Et celle-ci confirme officiellement l'importance des actions d'information, d'éducation et de communication. Une campagne sur la contraception est alors organisée, 2007-2009. C'était nouveau à l'époque, puisqu'on n'avait parlé les années auparavant que de la prévention du VIH. Et cette campagne vient s'ajouter à l'éducation à la sexualité à l'école, qui est devenue entre-temps une obligation légale. Mais l'IGAS se plaint qu'aucun bilan n'ait été réalisé qui permette d'évaluer ces actions difficiles à mettre en œuvre, difficiles, nous le savons tous, dans les établissements. Alors à Montpellier, sur une initiative de mon patron Jean-Louis Viala, nous avons tenté d'évaluer l'impact de cette information. Nous avons informé longuement, minutieusement et dans le détail les garçons et les filles de 9 classes de 3e âgés de 15 ans. Nous nous déplacions à 3, toujours à 3, gynéco-hommes pour parler aux garçons, gynéco-femmes et psychologues, car nous parlions aussi d'amour et de respect. Nous intervenions toujours en présence des gens de l'établissement chargés des garçons et des filles, les professeurs, les infirmières. 3 ans plus tard, à l'âge de 18 ans, nous les avons évalués et comparés à des témoins n'ayant jamais reçu ce type d'information au collège. Alors, dans un premier temps, nous analysons l'ensemble de tous ces jeunes Montpelliérains qui vont très bien, très épanouis, mais nous sommes frappés tout de suite par le très bas niveau de connaissances, tant en physiologie sexuelle qu'en contraception. Les 2/3 d'entre eux ont eu des rapports et les chiffres correspondent parfaitement à la population générale, âge moyen du premier rapport, régularité des rapports, nombre de partenaires, tout cela correspond à la population française. Ces jeunes semblent sérieux. 85% des filles disent avoir utilisé une contraception. Mais que veut dire cet item? Avoir utilisé une contraception à cet âge-là, c'est avoir pris 3 mois de pilule et puis avoir eu un bouton et l'avoir arrêté, ou c'est avoir mis un préservatif, mais au rapport d'après, avoir été en panne de préservatif. Avoir utilisé une contraception ne veut strictement rien dire au début de la vie sexuelle dans le domaine de la prévention. La seule chose qui nous intéresse dans ce domaine-là, c'est d'avoir protégé tous les rapports à cet âge d'extrême fertilité. Alors, nous choisissons de nous intéresser à la question du risque. Et je fais un petit clin d'œil à mon mari qui, lui, réfléchit à la question du risque sur un plan philosophique. Et
La question que nous posons, c'est avez-vous eu, oui ou non, une seule fois ou plus, un rapport sans contraception? Eh bien, les chiffres sont les suivants. 1 sur 2 a eu un rapport sans contraception. Le résultat est là, 5 grossesses non désirées dans cette population. Alors on compare les adolescents informés aux témoins et on est frappé tout de suite par des connaissances tout à fait semblables dans les deux groupes, c'est-à-dire, on l'avait dit, mauvaises. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de l'enquête, nous sommes face à l'évidence que ceux que nous avions rencontrés n'ont rien compris et rien retenu de tout ce qu'on leur avait enseigné. Certains même ne se rappelaient pas de notre passage. Leur sexualité aussi est semblable, même pourcentage d'adolescents ayant des rapports, même âge au premier rapport. Et il est essentiel que vous puissiez dire à ceux qui s'inquiéteront d'un éventuel passage dans les collèges que nos interventions n'ont aucun effet de libéralisation sexuelle due à ce type d'information, bien au contraire. Pour ce qui est de l'utilisation de la contraception, aucune différence non plus. Elle est tout à fait identique dans les deux groupes. Mais si nous en revenons à la question du risque, avez-vous eu, oui ou non, même s'ils disent avoir utilisé à l'identique la contraception, oui ou non, un seul rapport non protégé, eh bien les chiffres sont là. Nous avons diminué par notre passage, sans comprendre comment, nous avons divisé par 2 la prise de risque. Et les IVG suivent à l'identique, 4 dans les témoins, pour 1 chez la population informée. Alors nous réalisons une étude multifactorielle qui montre que le facteur information est responsable de cette différence, avec un coefficient multiplicateur de 2,3, c'est-à-dire que le fait d'avoir reçu 3 années auparavant notre information a divisé par 2,3 le risque d'avoir eu entre 15 et 18 ans un rapport non protégé. Les adolescents informés n'avaient rien retenu et a priori n'ont rien modifié à leur comportement. Mais le message est passé et il est allé s'inscrire autre part, directement, probablement, dans l'inconscient. Le psychiatre Michel Ripstein a dit « c'est la mélodie qui a compté, pas les paroles ». Et Françoise Dolto, avec qui nous travaillions à l'époque, a rajouté « on s'est intéressé à eux, on leur a donné envie de s'intéresser à eux, on les a respectés, ils se sont respectés ». C'est dans la prise en charge, c'est dans la responsabilité autonome que quelque chose s'est modifié. Et peut-être même à leur insu, ils ont fait attention à eux. Le taux d'IVG de notre pays n'est pas corrélé à la contraception. La contraception est un moyen indispensable, technique, nécessaire. Mais le taux d'IVG de notre pays dépend de la parole prononcée par un adulte bienveillant, préposé à l'éducation et soucieux de responsabiliser la jeune femme dans le respect qui lui est dû. Parole prononcée au collège, ou bien dans le huis clos de nos bureaux, ou dans tout autre lieu à vocation d'éducation et de prévention. C'est sur la qualité de cette parole, sur sa force, sur le respect qu'elle offre à celui à qui elle s'adresse, que repose la lourde tâche de ce que je pourrais appeler l'éducation. C'est-à-dire la possibilité de désenlacer sexualité et procréation. Ça n'est pas une plaquette de pilules qui va permettre d'avoir un rapport sans attendre un enfant. C'est cette éducation, au sens noble du terme. C'est cette responsabilité, c'est cette autonomie portée par la parole offerte. La tâche n'est pas simple. La liberté sexuelle, le fameux « un enfant si je veux, quand je veux », est un leurre. Au-delà de toute considération religieuse, sexualité et procréation sont intimement liées au plus profond de l'être humain. Écoutons Françoise Dolto. Le critère inconscient de l'approche et de la recherche de l'autre semble être toujours la fertilité attendue. Un fruit est toujours inconsciemment impliqué, sinon consciemment voulu, dans une rencontre entre un homme et une femme. Car l'appel par le ventre à l'homme aimé, poursuit-elle, est toujours référé par le fantasme de la fécondité. Je vous remercie. Bonjour, Catherine et moi, nous sommes toutes les deux praticiennes et c'est de notre point de vue qu'on va essayer de faire un état des lieux
à la fois du point de vue du médecin et du point de vue des femmes, sur cette question qui se pose vraiment sur j'arrête ou j'arrête pas la pilule. De tout temps, depuis que la pilule est distribuée de façon générale aux femmes, se sont posées les questions: est-ce dangereux? Est-ce que je vais être stérile? Est-ce que je vais avoir le cancer? Est-ce que toutes ces hormones, c'est bon ou non? Mais le coup de tonnerre qui a déjà été évoqué ce matin nous est arrivé fin 2012, début 2013, à la suite de la plainte d'une femme qui avait eu un accident cardiovasculaire lié peut-être à la pilule de 3e ou 4e génération et qui a vraiment été très médiatisée. Et puis, les femmes aussi se préoccupent maintenant beaucoup de l'impact écologique des hormones. C'était une question qui ne se posait pas au début de la contraception orale. Alors, les médecins ont été mis en cause. Voilà. Alors ça, c'est le journal Le Monde du 11 janvier 2013, journal très sérieux. La une du Monde, c'est « Pilules, ces gynécologues sous influence ». Leur notoriété et leur lien avec les laboratoires ont retardé la prise en compte des recommandations sanitaires. À l'intérieur, il y avait une double page sur les pratiques des gynécologues. Je ne suis ni l'avocate de ces médecins, ni le procureur, c'est pas mon sujet. Mais le problème de cette médiatisation fait que, en bloc, toute la profession de gynécologue a été mêlée à cette affaire, c'est-à-dire que tout gynécologue qui prescrivait une pilule de 3e ou 4e génération il avait le tiroir caisse derrière, lié au laboratoire, touchait des sous, et c'est parce qu'il touchait des sous et qu'il était lié au laboratoire qu'il prescrivait ces pilules. Rappelons qu'à l'époque, les pilules de 3e et 4e génération étaient remboursées, même si les demandes de l'HAS étaient de prescrire en première intention des pilules de 2e génération. Mais donc, vous voyez, ça n'a pas été simple. Et moi, je me souviens des coups de téléphone des parents. Si vous prescrivez la pilule à ma fille, s'il lui arrive quoi que ce soit, vous êtes entièrement responsable. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que les médecins ont dû continuer à travailler. Et ça n'a pas été simple. Le JDD du 3 février 2013, la pilule tuerait 35 femmes par an. Alors, c'est toujours un titre très alléchant comme ça. Évidemment que l'article est beaucoup plus modéré, mais quand les gens lisent ça, c'est complètement affolant d'imaginer que 35 jeunes femmes en pleine santé meurent par an, avec une certitude que c'est lié à la pilule. Il faudrait déjà mettre en parallèle dans ces articles le nombre de décès par accident cardiovasculaire des jeunes qui ne prennent pas la pilule. Voilà, ce serait déjà beaucoup plus logique. Le Monde, donc de 35 décès, on est déjà passé à 20 décès, on est toujours au mois de mars 2013. Donc les femmes sont complètement affolées d'entendre tout ça. Après, là, c'est une étude plus récente, en décembre 2017, une nouvelle étude établit un lien, alors c'est le titre, un lien entre pilule et cancer du sein. Puis déjà, quand on lit dans l'introduction, c'est marqué que la pilule semble accroître légèrement ce risque de cancer du sein, en particulier chez les jeunes femmes qui la prennent depuis peu et celles qui l'utilisent depuis plus de 10 ans. Déjà, c'est plus nuancé et certainement que l'article en entier est plus nuancé. Mais les femmes, elles, c'est ces titres qui sont alléchants, qui font le buzz, qui font qu'elles vont s'inquiéter. Alors, après, il y a tout ce qui est au niveau de l'environnement. Alors, nous, en tant que médecins, on peut répondre sur les questions qui sont sur les troubles cardiovasculaires ou sur les risques de cancer. On a des arguments, on a une formation pour ça, on peut y répondre. Ce qui est sur l'environnement, sincèrement, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas une formation particulière sur l'effet de l'éthénylestradiol éliminé par les urines des femmes et l'impact sur l'eau et sur ce que ça fait au niveau de l'environnement. Donc finalement, je lis les mêmes articles que mes patientes et donc je ne suis pas très compétente pour répondre, mais en tout cas, elles, ça les préoccupe beaucoup. Donc la contraception a-t-elle un effet sur l'impact de l'environnement? Femme plurielle, là, on est en mars 2018. Comment la pilule contraceptive perturbe la vie sexuelle des crapauds? Bon, ça peut faire rire comme ça, mais si c'est une préoccupation et si on s'interroge sur l'écologie, moi, sincèrement, je ne sais pas quoi répondre à ça. Des poissons hermaphrodites à cause des pilules contraceptives, là, on est en juillet 2017.
Tout ça, c'est quand même... Donc, il y aurait 20% des poissons d'eau douce mâle seraient devenus transgenres. Bon, alors, et quelles sont les études qui nous disent la différence entre le 17-bêta-estradiol éliminé par les urines ou l'éthényl-estradiol? Moi, je ne les connais pas. Voilà, on n'est pas formé pour ça. Alors, les femmes sont désorientées par tous ces avis contradictoires parce qu'évidemment, les femmes qui ont lu tous ces articles, elles arrivent en consultation, elles se disent « Ah ben, mon médecin, lui, il a lu ces articles, il sait que la pilule, c'est hyper dangereux, il va tout de suite me dire « Arrêtez la pilule, on prend une autre méthode contraceptive. » Or, elles vont voir leur médecin qui leur dit « Écoutez, non, il n'y a pas de raison, vous prenez la pilule depuis un moment, ça se passe bien, c'est une pilule de 2e génération, on continue. » Donc, elles sont complètement... Elles se disent « Mais les articles paraissent, le médecin continue, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, où est-ce qu'elles vont? Sur Internet, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment assez dramatique parce qu'il suffit qu'une personne raconte une petite histoire personnelle qui, voilà, c'est son histoire. Et ça, pour les gens qui le lisent, et surtout les jeunes, ça a beaucoup plus de valeur que toutes les recherches scientifiques faites pendant des années qui sont complètement voilà, passées sous silence par rapport à ce petit blog où il aurait été écrit une petite histoire personnelle. Alors Pierre Lecause, que vous connaissez, hein, qui est de Marseille, dit exactement ça. On est dans l'ère de la post-vérité. De la post-vérité, c'est-à-dire que les études scientifiques n'ont plus aucune valeur. On est dans les fake news. Bon, c'est un mot anglais. Moi, je préfère infox. C'est info, intox, hein, infox. Où Pierre Cos dit « Le pouvoir médiatique s'impose en faisant vibrer la sensibilité et l'émotion. Comment ne pas être ému en entendant parler une jeune femme qui a eu un accident vasculaire cérébral et où la pilule est mise en cause? Évidemment que tout le monde est troublé par ça. Mais finalement, ces émotions faussent nos jugements et nous, on a beau parler d'études scientifiques, ça passe pas du tout. » Donc, effectivement, la pilule, il y a des effets secondaires des hormones. On en connaît beaucoup, on les connaît peut-être pas tous, mais on peut en parler, c'est un vrai sujet. Mais il faudrait juste que l'ambiance émotionnelle redescende pour qu'on puisse se parler dans une bonne confiance, que chaque patiente puisse obtenir une information complète, juste, accessible, mais s'il n'y a pas de tension, c'est-à-dire que si elle arrive et qu'elle puisse être un peu en confiance avec ce qu'on a à dire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc finalement, on est dans la recherche du sensationnalisme, des fausses informations et les opinions présentées à tort comme des faits scientifiques interdisent tout débat sur ces questions. Et puis, cerise sur le gâteau, en 2017, il y a une journaliste qui a la plume facile, Madame Debusca, qui a écrit un livre qui s'intitule « J'arrête la pilule ». Elle est ni épidémiologiste, ni statisticienne, ni scientifique, ni médecin. Elle est journaliste. Elle a interrogé 10 000 femmes. Alors, c'est facile, hein, vous allez sur Facebook, vous créez un site, vous leur demandez, et de fil en aiguille, vous ne rencontrez que des gens qui ont la même opinion que vous, et ça, on connaît ça parfaitement aussi pour tout ce qui est dans d'autres domaines politiques, mais on finit par être dans un circuit restreint où tout le monde a la même opinion. Donc, elle n'a recueilli que des opinions négatives sur la pilule. C'est un livre à charge contre la pilule où elle dit que la pilule est cancérigène au 1er degré. J'ai eu l'occasion d'être dans un débat avec elle. En fait, c'est une femme de la trentaine qui, pour elle, personnellement, toujours pareil, c'est sa petite histoire, elle a décidé d'arrêter la pilule, elle utilise des méthodes naturelles, dites naturelles, et elle dit, bon, en gros, si je suis enceinte, c'est pas grave, j'ai la trentaine, je suis en couple, tout va bien. Mais alors, qu'elle l'annonce clairement. Si on est dans une période où on veut juste espacer une grossesse, très bien, pourquoi pas les méthodes naturelles, mais en faire un livre. Voilà, et le monde médiatique, actuellement, ne nous facilite pas la tâche. Merci Hélène. Oui, donc je vais continuer un petit peu donc la présentation en disant qu'effectivement c'est un petit peu plus compliqué maintenant et c'est vraiment une crise importante qui est dans notre relation qu'on peut avoir aux patientes. En fait, comme le disait Gemma Durand, c'est vrai qu'il nous faut du temps, il faut du temps pour écouter l'inquiétude, pour pouvoir informer complètement sur les différents moyens de contraception. Les femmes, elles, comme on vient de le dire, elles vivent un peu
cette rencontre avec un manque de considération. En fait, il y a une crise de confiance complète vis-à-vis du corps médical. On est tous vendus, on n'écoute rien, on veut donner la pilule, on n'a pas le temps, on va refaire un renouvellement comme ça sans parler d'autre chose. Et en fait, donc là, c'est vrai que là, elles font leurs recherches sur Internet et elles vont retrouver en fait des informations sans fondement scientifique, mais qui vont faire appel à leur émotion, à leur ressenti. Alors, donc la question, je pense que la plus importante, c'est comment rétablir en fait cette confiance dans la relation que l'on peut avoir avec nos patientes. Alors les femmes, de toute façon, c'était repris d'un blog que j'ai trouvé donc sur Internet. J'ai toujours refusé de me renseigner à fond sur les effets secondaires, mais je le sais, la pilule est mauvaise pour la santé. Voilà. D'abord, elle contrôle mes hormones, je suis plus maître de mes émotions, de mes humeurs, ça me trouble. Voilà. Et puis ces tests sur les animaux, bon, c'est encore les labos, et puis voilà, et puis c'est eux qui ont tout l'argent, etc. Voilà. Mais aussi il y a ces questions qui ne tiennent pas de réponse. Voilà. J'ai demandé des explications à mon médecin, je ne les ai pas eues. La pilule, ça donne le cancer, j'ai peur. Ma baisse de libido, c'est probablement lié à la pilule. Et puis, je ne veux plus médicaliser ma contraception, je veux ressentir mon corps. Voilà. En fait, les femmes cherchent à être entendues et c'est à nous de construire ce nouveau dialogue. J'ai cherché un gynéco qui respecte mon choix éclairé. Grosse fumeuse sous pilule, j'ai parlé du stérilet, tous ont balayé l'idée, trop dangereux pour une nullipare. Il y a eu des sites qui ont été créés, comme le gynenco.fr, qui répertorie les gynécos woman-friendly, qui écoutent et respectent le choix des patientes. Cette gynéco a été la première à me parler comme à une adulte, sans jugement ni condescendance, et à respecter mon choix éclairé. Voilà, c'est vraiment cette demande-là qui est à prendre en considération. La médiatisation, comme on l'a dit, et la promotion de certains ouvrages prenant la contraception naturelle, Hélène vient d'en parler, ont encore plus déstabilisé certaines femmes. On est d'accord, aucune méthode de contraception n'est idéale. Et comme disait Nathalie Bajos, mais diaboliser la pilule, c'est réduire de facto le choix offert aux femmes. La pilule, comme toute contraception, reste un choix personnalisé, adapté, selon chaque femme et si possible chaque couple. Considérons en fait la parole de ces femmes dans toute sa diversité et sa complexité, que celle-ci soit favorable ou non à la contraception hormonale. Le choix éclairé, ça c'est un petit rappel quand même parce que c'est la loi, c'est paru dans un article de loi de janvier 2016 où toute personne a le droit d'être informée sur l'ensemble des méthodes contraceptives, d'en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences. Seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Et si, en fait, cette information n'est pas faite, qu'est-ce qu'on risque? Bon, on risque rien, de toute façon. Et encore plus récemment, l'année dernière, là, depuis le mois de septembre, le gouvernement a jugé que la consultation de première contraception chez les jeunes de 15 à 18 ans devait être valorisée, car était à fort enjeu de santé publique. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Parce que c'est vraiment à ce moment que l'on peut vraiment faire une information, expliquer la contraception. Et non seulement là, c'est marqué réservé aux jeunes filles, mais c'est aussi, ça concerne aussi les jeunes hommes. Hélène. Alors les médecins, qu'est-ce qu'ils disent en gros? Déjà, ils sont dépités parce que la consultation de contraception, en général, eux, en consultation, les médecins, ils doivent comprendre quelle est la pathologie de la personne et trouver le remède. Là, il n'y a pas de pathologie. Les rôles sont inversés. C'est la consultante qui vient, qui dit, voilà, moi, je veux une contraception. Donc déjà, il n'y a pas à chercher de ce qui se passe. Et je veux telle contraception. Donc, c'est pas toujours simple pour le médecin de se plier à être celui qui fait l'ordonnance. Alors, quant à celle qui parle de contraception naturelle, bon, la plupart des médecins, ce qu'ils disent...
Moi, je leur dis pas que c'est mauvais, mais enfin bon, comme j'y crois pas, comme je pense que ça marche pas, je veux pas tellement m'investir là-dedans. Et puis, le terme naturel, ça dérange beaucoup de soignants qui disent, bon, c'est naturel, je sais pas si c'est naturel, mais bon, déjà, ça ôte la spontanéité. En plus, il faut qu'il y ait un partenaire et que le partenaire soit, même si c'est un partenaire occasionnel, mais enfin, il faut que le partenaire soit aussi partant pour cette contraception naturelle. Donc, c'est pas si simple. Bon, mais il n'empêche que 15% de la population utilise ces méthodes non médicalisées. Donc, il faudrait quand même que le médecin puisse accepter ça, parce qu'il ne s'agirait pas que ces 15% de femmes ne viennent plus en consultation pour leur bilan annuel, de la peur qu'on les regarde comme ça avec mépris en disant « Ah oui, pas de contraception, d'accord, vous êtes un peu nuls ». Et alors ça serait vraiment très très mauvais. Il faut absolument pouvoir entendre que certaines femmes ne veulent pas suivre les contraceptions médicalisées et qu'on puisse les entendre et qu'on puisse tout à fait accepter leur choix. Alors, certes, les méthodes dites naturelles, parce que les hormones ne sont pas toujours mauvaises et la nature de la nature n'est pas toujours bonne non plus. Donc, les méthodes dites naturelles ont un taux d'échec nettement supérieur quand même aux méthodes médicalisées. Et puis surtout, vu la contrainte, parce que courbe des températures, chercher la glaire cervicale. Ah oui, j'ai oublié de vous dire là que celle qui a écrit son livre, La sœur j'arrête la pilule, pendant qu'on discutait, elle confond les sécrétions vaginales avec la glaire cervicale. Donc on est bien parti pour la contraception. Bon, donc la moitié des femmes abandonnent les méthodes au bout d'un an. Donc les statistiques qu'on a aussi sur ces méthodes contraceptives sont pas très fiables parce que des statistiques sur un an, voilà, c'est pas très simple. Et puis on sait toutes que toutes les femmes n'ont pas des cycles réguliers. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est pas évident. Alors, j'ai pas pu résister au fait de vous montrer le dessin de Coco dans Charlie Hebdo de juillet 2018, où ça commence par contraception naturelle, un taux d'échec compris entre 17 et 20%, méthode Ogino, retrait ou température. Ces techniques ancestrales reviennent surtout en force chez les jeunes. Et là, c'est Top Santé, donc c'est quand même un site sérieux. Et c'est vrai que c'est les jeunes qui sont les plus vulnérables, c'est les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est les jeunes qui se montent la tête contre le côté négatif des contraceptions médicalisées. C'est l'ère du tout numérique, d'Elon Musk et des réseaux sociaux, en veux-tu, en voilà, et c'est vers nos vieux trucs qu'on se tourne, sacre bleu. Et ils n'ont pas tout vu, ces chenapans. Nos mémés ont de l'avenir. Alors là, c'est le côté un peu sarcastique de Charlie Hebdo, de Coco, et c'est sympa. Bon, il faudrait pas que les médecins soient comme ça, parce que, voilà, justement, il faut respecter le choix des femmes qui font le choix de ces contraceptions. Bon, le médecin est souvent un peu ignorant des contraceptions non médicalisées. Il est, comme je l'avais dit tout à l'heure, dépossédé de sa fonction de prescripteur, et puis, souvent, il a affaire à une certaine agressivité des femmes parce qu'elles ne se sentent pas entendues. Alors, il y a un point peut-être ici à l'AIUS, puisqu'on est quand même dans un congrès où la sexualité, c'est important, devant une femme qui ne trouve jamais une contraception qui lui convient. Je ne parle pas des effets réels secondaires de la pilule, genre j'ai plein d'acné avec le Mirena, par exemple, mais une femme qui revient tout le temps et qui se plaint toujours de sa contraception, il faut se poser la question derrière, qu'est-ce qu'elle vit dans sa sexualité? Et lui poser des questions à ce moment-là par rapport à ça permet souvent une ouverture. Parce que si on n'est pas satisfait de sa sexualité, si ça se passe pas bien, pourquoi avoir le poids d'une contraception qui ne vous convient pas, si c'est soit seul le partenaire qui a de la satisfaction, ou si de toute façon la sexualité c'est quelque chose de compliqué. Donc, les méthodes d'observation du corps sont complexes et à comprendre. Elles nécessitent la participation du partenaire et elles sont très, très longues à expliquer. Donc, le temps de consultation n'est pas toujours suffisant pour le médecin. Oui, aussi, on a cette impression que les représentations, en fait, évoluent, que les dangers ont changé de rive, que c'est plus la grossesse qui est dangereuse, mais c'est la pilule. En fait, la pilule, comme prévention de la grossesse, c'est plus un absolu. La grossesse, ça peut arriver, mais on peut éventuellement donc faire une IVG. Dans ces cas-là. La contraception d'urgence est quand même assez utilisée et facile d'accès. Mais
c'est vrai que la pilule, comme ça a été dit là depuis ce matin, c'est quelque chose d'ancestral. C'est pour ça que c'est un peu has-been. Et puis, il y a aussi quelque chose sur lequel on voulait insister, c'est que les pratiques, il y a eu une évolution aussi des pratiques sexuelles. La sexualité est quand même moins associée à la reproduction et au tabou d'une grossesse non désirée, source de honte. Les pratiques sexuelles ne se réduisent plus simplement à la pénétration vaginale, et il y a de plus en plus de rapports orogénitaux et de sodomie qui respectent l'hymen, entre autres. La masturbation individuelle ou réciproque est aussi moins taboue. La responsabilité de l'homme dans la contraception est un peu plus sollicitée. Et c'est vrai que le préservatif est quand même très, très utilisé par les jeunes. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas toujours utilisé. C'est-à-dire à peu près, quand on pose la question, effectivement, c'est une fois sur deux. Oui, oui, de temps en temps, non, on n'utilise pas de préservatif. Bon, voilà, c'est un peu... Même si, effectivement, en 1980, il y a eu l'épidémie de sida qui a fait que le préservatif a été remis vraiment en avant. Mais bon, actuellement, c'est quand même pas constant, on va dire. Voilà, donc pour conclure ce petit dialogue, c'est de noter en fait que c'est la responsabilité de chacun. La meilleure contraception, c'est celle que choisit la femme et au mieux le couple, bien informé dans la confiance de la relation médecin-patient. La revalorisation de la première consultation de contraception devrait permettre une meilleure compréhension de la contraception, et les jeunes étant les plus vulnérables aux messages négatifs. Du premier rapport sexuel à la ménopause, l'éventail de la contraception permet ce choix responsable. Les professionnels de santé doivent se former à écouter, à informer au mieux des connaissances validées. Et c'est ce dialogue, ouvert aux informations apportées en consultation par les femmes, que va restituer la confiance nécessaire à une bonne relation. Donc la pilule, j'arrête ou pas, c'est pas à nous de répondre. Voilà, merci. Bonjour, donc je vous remercie de m'avoir invitée. Donc je vous ai remis quand même les chiffres sur la... Nora, tu es grande, donc monte les micros. Hop là, voilà. Ça va là sur les jeunes et la contraception, donc ça c'est les chiffres du baromètre santé, sur l'usage des contraceptifs, sur l'usage de la pilule du lendemain. Ça ce sont les chiffres après la crise de 2012-2013. Donc de ces chiffres, il ressort chez les jeunes d'abord qu'ils utilisent quand même toujours la pilule et que la couverture contraceptive, en tout cas dans les chiffres, est tout à fait correcte. 90% des 15-29 ans ont une contraception et c'est principalement la pilule. Donc, on observe également que c'est davantage les pilules de deuxième génération, forcément, au détriment des troisième et quatrième générations, depuis 2013. Les contraceptifs de longue durée et réversibles sont en augmentation, de même que les dispositifs intra-utérins, on l'a dit, notamment chez les 20-24 ans. Voilà. La contraception d'urgence a également un petit peu augmenté puisqu'elle concerne une femme sur 5 avant 20 ans. Les méthodes naturelles ont augmenté aussi, j'en reparlerai. Donc les pratiques sexuelles, on l'a dit, ont changé. Les calendriers de l'âge du premier rapport se rapprochent pour les garçons et les filles, avec une augmentation du nombre de partenaires déclarés pour les filles, et surtout une augmentation du délai entre le premier rapport sexuel et la première maternité. Du coup, on a vraiment cette période de jeunesse sexuelle pendant laquelle la contraception est indispensable. On a cette jeune femme qui dit « Moi, j'ai pas besoin d'un bébé pour valider mon existence ». Tout ça, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, nous, prescripteurs de contraception, on a vraiment un rôle important à jouer à ce moment-là. Donc, la question est, est-ce que les jeunes, en fait, même s'ils prennent une contraception, est-ce qu'ils se sentent concernés et comment la vivent-ils surtout? Donc, oui, ils sont concernés. Il y a quand même très peu de femmes, 3 à 6% de jeunes femmes qui n'utilisent aucun moyen de contraception. Donc, c'est peu. Mais sa nature et sa symbolique vont vraiment faire débat. Donc je suis allée m'amuser un petit peu, me promener sur les réseaux sociaux. Donc on trouve plein de petites choses amusantes. Donc là il y a ce jeune homme, la jeune femme elle a l'air un peu inquiète, il sort de sa poche, on espère, un préservatif. Pas du tout, c'est une madone, une image pieuse, en espérant que ça va
ça va marcher. Alors ça, c'est cette jeune femme qui parle des méthodes contraceptives, hein, donc les préservatifs, c'est bien, la pilule. Et puis elle trouve qu'un homme qui n'a pas trop de sex appeal, c'est très contraceptif également. Voilà. Alors, sur les réseaux sociaux, et puis ça rejoint, hein, je parle des réseaux sociaux, mais ça rejoint vraiment, moi, ce que je vis en consultation, il y a un vrai regain d'intérêt pour le préservatif. Mais encore, faut-il qu'il y ait un minimum d'éducation et d'information autour de ce préservatif. Hein. Titeuf, il trouve que ses pieds ils sentent la fraise et puis que c'est pratique pour marcher dans l'eau, mais voilà. Alors ça, protéger, servir, c'est un petit peu la devise des pompiers, mais ça marche aussi pour le préservatif. C'est aussi une source d'inspiration. Il y a un héros de bande dessinée, Latex Avenger, qui sévit sur les réseaux sociaux. Alors, il doit faire partie, ce préservatif, de notre discours en consultation. C'est vrai qu'il est moins efficace que certaines autres méthodes, mais on ne doit pas le négliger. Il a sa place dans ce que vous connaissez sous le nom du Double Dutch, c'est l'association pilule plus préservatif pour se protéger à la fois de la grossesse et des maladies sexuelles. Et puis il est intéressant parce qu'il implique le partenaire dans la responsabilité contraceptive, mais il n'est pas gratuit. Donc sur les réseaux sociaux, on retrouve aussi le stérilet, le dispositif intra-utérin. Donc monsieur, il est un peu angoissé, il croit qu'elle lui a caché des enfants, mais pas du tout. Maintenant, elle a droit à avoir son stérilet sans avoir eu d'enfant. Le Mirena aussi, on le retrouve sur les réseaux sociaux. Donc ce stérilet, il a progressé, notamment chez les 20-24 ans, et c'est pas les très jeunes, 25-29 ans, enfin, entre guillemets, hein. Donc ça, c'est à la fois le changement de mentalité chez les patientes qui n'étaient déjà pas très contentes, pas très satisfaites de leur pilule, et hop, la crise de la pilule, ça a vraiment favorisé le passage à l'acte vers le souhait du dispositif intra-utérin. Et puis les prescripteurs, eux aussi, se sentent complètement autorisés à le mettre chez des patientes nullipare, nulligeste. Donc sur les réseaux sociaux, on parle aussi beaucoup des contraceptifs hormonaux de longue durée. Ils sont en progression, mais eux aussi vont être victimes de l'opprobre qui a été jetée sur les contraceptifs hormonaux. Et puis bien sûr, la fameuse contraception orale progestative ou œstroprogestative. Cette contraception d'urgence, elle reste très présente et très utile. Hein. Donc il y a ce petit personnage qui nous explique qu'il y a la pilule du lendemain, du surlendemain, en complément de la pilule de la veille. Donc en consultation, ces femmes, elles sont sous contraception ou pas. Moi, je fais surtout des consultations d'orthogénie, et puis je vois aussi des femmes en post-cancer, c'est encore un autre problème. En consultation, même si les femmes sont sous contraceptif, elles la prennent, mais un petit peu souvent à regret, en fait. Et il y a des freins, il y a vraiment beaucoup de freins liés à la contraception. Quand les dames arrivent en consultation, je leur demande souvent, mettons elles veulent une contraception, elles disent je veux changer, je leur demande toujours est-ce que vous avez réfléchi à la question, est-ce que vous vous êtes déjà renseigné pour savoir un petit peu où elles en sont dans leur parcours, dans ce qu'elles ont essayé et surtout les informations qu'elles ont été glanées. Alors je suis loin d'être opposée aux femmes qui vont s'informer sur Internet parce que même s'il y a des idées fausses, si elles me le disent en consultation, on peut décortiquer ça ensemble. C'est plutôt la patiente qui ne va rien dire, qui va se taire, qui va prendre l'ordonnance sans rien dire. En fait, je ne sais pas ce qu'elle va faire après. Donc, elles ont peur pour leur santé, hein, mes collègues l'ont déjà dit, elles ont peur de la prise de poids, de l'acné, elles ont peur du cancer, elles ont peur de la stérilité. La libido, c'est un problème récurrent autour de la contraception orale, peur de la pilosité, peur de l'aménorrhée, elles veulent avoir leurs règles. Elles ont peur des corps étrangers également, que ce soit le dispositif intra-utérin ou l'implant. Les plus jeunes, on n'y pense pas forcément, mais elles auront peur simplement que leurs parents découvrent qu'elles prennent un contraceptif. Et ça, c'est un vrai frein qui est concret, auquel il faut s'attaquer également. Elles ont parfois peur en ville d'avancer des frais de consultation. Elles ont peur bien sûr d'oublier, elles ont peur de la responsabilité qui leur incombe. Elles ont aussi peur des examens gynéco. Là, c'est plus vraiment le cas. On n'examine plus depuis longtemps. Les patientes, une jeune fille de 16 ans, 17 ans, on ne va pas l'examiner parce qu'elle veut une contraception. Voilà. Et puis parfois, elles ont aussi peur, elles ne veulent pas imposer le préservatif à leur partenaire. Elles ne veulent pas diminuer leur plaisir à elles ou son plaisir à lui. Donc ça, c'est un peu les freins pratiques. Et puis, il y a toutes des freins idéologiques ou symboliques. Elles vont rejeter les hormones avec vraiment... souvent, ça s'inscrit dans un style de vie global. Ma collègue en a parlé, avec une sensibilisation à l'écologie. Et je suis complètement d'accord avec mes collègues. Ça, il faut vraiment l'entendre. Oui, si on trouvait quelque chose sans corps étranger, sans hormones, on le prendrait toutes, c'est évident. Et puis, elles refusent la contrainte en général. La contraception est très médicalisée.
Donc ces visites médicales, l'examen gynéco, la prise régulière, puis le tabac, on leur demande de le supprimer ou de le réduire. Donc c'est encore une contrainte supplémentaire. Un autre frein, bien sûr, c'est l'ambivalence vis-à-vis du désir de grossesse. C'est un grand classique. Et puis chez les très jeunes patientes, c'est vraiment des très très jeunes filles, jeunes femmes qui se pensent à peine comme femmes, encore moins comme mères, et envisager une contraception, c'est envisager d'être mère. Et ça, c'est vraiment aller beaucoup trop loin. Pour elles, c'est encore impensable. Et donc souvent, elles disent ça, hein, les très jeunes, je ne pensais pas pouvoir être enceinte. Et c'est des choses qui se retrouvent d'ailleurs après 40 ans, petite parenthèse, où les femmes aussi ne pensaient plus être enceintes. Alors, la contraception hormonale, petit focus, donc mes collègues en ont parlé, hein, c'est cette jeune femme qui a écrit ce livre suite à son accident vasculaire cérébral sous pilule de 3e génération. Et depuis cette crise de la pilule, vraiment, la contraception hormonale, elle n'est plus du tout vécue comme une libération dans les années 70, libération vis-à-vis d'une grossesse non désirée. Là, c'est vraiment un symbole, elle n'est plus ce symbole-là, mais c'est plutôt une contrainte, voire un danger. Et puis, la contraception pour les jeunes, elle se vit aussi comme un petit peu un clivage des sexes. Et je trouve intéressante cette image, parce qu'en fait, on voit cette femme, ça pèse lourd pour elle dans la balance, la prise des hormones, la charge mentale d'aller faire des visites médicales, la charge mentale de penser à prendre cette pilule et d'avoir la responsabilité contraceptive. Après, c'est quelque chose qui est communément accepté, puisque c'est aussi la femme qui va vivre principalement la contrainte de la grossesse si elle est enceinte, et puis il y a l'homme qui est un petit peu en questionnement, en flottement. Donc c'est aussi parfois une source de conflit dans le couple et entre les sexes, même chez les très jeunes, et ça on le voit vraiment en consultation, quand les jeunes gens viennent à deux parfois en consultation, où voilà, ils ont des propos entre eux un peu secs, ils ne se parlent pas, c'est très froid, c'est compliqué. Donc ce partage de la contraception, est-ce que c'est une utopie ? Probablement quand même un petit peu. Hein. Alors je trouvais cette image amusante parce que c'est deux utérus qui papotent et puis il y en a une qui dit à l'autre, tu te rends compte, nous on est stérile que quelques jours par mois, mais c'est nous qui devons prendre les hormones. Tandis que l'homme fertile. L'homme est fertile tous les jours. De toute façon, même s'il y avait un contrôle, les femmes, elles veulent garder le contrôle. Même si c'était les hommes, s'il y avait demain une pilule pour hommes, est-ce que les femmes laisseraient et auraient confiance en leur homme pour la prendre ? Je ne sais pas. Elles veulent garder contrôle sur leur vie sexuelle, sur leur mode contraceptif et sur leur mode de vie en général. Donc c'est vrai qu'avec cette crise de la pilule notamment, il y a un nouvel ordre contraceptif qui est en train de s'installer, puisque les femmes vont s'émanciper du corps médical, des normes contraceptives, on disait préservatif au début, puis pilule avant les enfants et après les enfants, le stérilet, tout ça c'est fini. Et donc elles vont chercher un petit peu des méthodes, et donc des méthodes, notamment des méthodes naturelles. Et la nature a horreur du vide, et cette crise de la pilule, elle a quand même laissé une place vacante. Donc la place vacante, c'est vraiment pour les contraceptions naturelles, en tout cas de ce qui ressort des consultations. Alors ma collègue avait parlé de la symptothermie tout à l'heure, et effectivement, il y a des petits événements symptothermie. Et la symptothermie, par exemple, je vous en parle parce que moi je ne connaissais pas, c'est la régulation naturelle de la fécondité, donc c'est basé sur l'observation de soi, l'étude de la glaire, la position du col et le ressenti interne. Alors la position du col, mesdames, on va essayer ça ce soir, puis on en reparle demain, parce que franchement, je ne sais pas. Mais pourquoi ? Mais en même temps, pourquoi pas ? Et effectivement, il faut déjà que les femmes voient qu'on sait de quoi elles parlent. Donc nous aussi, on doit se former et se renseigner là-dessus, même si on n'est pas toujours d'accord ou si on pense que c'est pas adapté pour les patientes. On ne peut pas faire l'impasse sur la question des contraceptions naturelles. Maintenant, c'est plus possible. Après, effectivement, si la femme, comme vous disiez tout à l'heure, elle a... alors, et s'il y a une grossesse qui survient, qu'est-ce que vous faites ? C'est pas grave, je le garde. Ou si on voit s'il y a un vécu serein, pourquoi pas ? Si elle dit, ah non, il n'en est pas question, peut-être il faut reconsidérer et réexpliquer aux patients qu'il y a quand même un gros risque d'échec. Et ça, voilà, ça c'est quand même à réexpliquer, à poser calmement en consultation. Pareil, il y a des applications contraception qui existent, il y en a de toutes sortes. Hein. Donc c'est jamais que des vieilles méthodes qui sont remises au goût du jour. Il ne faut pas oublier que ce sont souvent des applications ou des sites d'aide à la fertilité, au contraire, qui ont été détournés
C'est-à-dire que c'était des sites qui disaient, voilà, vous êtes fertile de tel jour à tel jour. Et en fait, on les a pris en négatif en disant, bah voilà, donc ça veut dire que vous êtes infertile les autres jours. Sauf que le risque de non-grossesse est plus acceptable qu'un risque de grossesse. Et donc, il y a eu plusieurs plaintes, notamment dans les pays scandinaves, de patientes enceintes avec ces applications. Bah, forcément. Voilà, la contraception masculine, bon, un petit mot sur ce beau slip, hein, qui n'est pas récent, hein, qui n'a pas beaucoup de succès. Voilà. Si vous me permettez une petite digression sur ce qui se passe ailleurs sur l'éducation à la contraception chez les jeunes. En Australie, il y a énormément de grossesses chez les très jeunes femmes. Et ils ont un service qui s'appelle le Red Ginger Service. Ce sont des prestataires qui passent dans les lycées, les collèges, les institutions. Et alors, c'est vraiment très construit. Donc, ils vont s'occuper des nourrissons, ils vont vraiment s'occuper du maternage, etc. Il y a vraiment tout un travail autour de la petite enfance et autour de la contraception chez les jeunes. Et alors, encore plus fort, ça c'est en Caroline du Nord, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est assez édifiant, c'est un programme d'éducation sexuelle, hein. Donc on donne de l'argent aux jeunes femmes entre 12 et 18 ans si elles ne sont pas enceintes, et donc on leur donne $1 par jour sur un compte pour financer leurs études, si elles ne sont pas enceintes au cours du programme. Hein, donc il faut avoir une sœur qui a déjà eu un enfant avant 18 ans, il faut être scolarisé. Alors déjà, quand on sait combien coûtent les études aux États-Unis, $1, c'est mignon. Et puis, bah, ça marche très bien et ça promeut l'abstinence. Donc, voilà. Donc ça, c'est... Voilà. C'est en commentaire. Nous, en consultation, retour chez nous, comment on peut la rendre acceptable, cette contraception ? Nous-mêmes et nos patientes, il faut penser et faire penser la contraception peut-être un peu différemment. Il y a 2 postulats. D'abord, les contraceptifs, ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments, ils ont des effets secondaires, des contre-indications, des effets indésirables. Ils peuvent comporter effectivement un risque qui est très faible, mais qui existe. L'autre postulat, c'est qu'en fait, la femme en âge de procréer, elle n'est pas malade. La jeune femme n'est pas malade. Et j'ai écrit cette diapo en pensant à une patiente chinoise qui venait pour une demande d'IVG, à qui je voulais, à la fin de la consultation, prescrire un contraceptif, notamment une pilule. Et elle me regarde, mais comme si j'étais folle. Elle me dit, mais enfin, je ne suis pas malade. Et voilà, enfin, elle a résumé vraiment très schématiquement ce que pensent beaucoup de patientes. Sauf que nous, on vit la contraception. La contraception a été... Les femmes se sont battues pour avoir droit à cette contraception. La contraception a été légalisée, elle a été remboursée pour une raison, c'est qu'on part peut-être du principe qu'une grossesse non désirée, c'est un état pathologique pour la femme, mais également même pour la société, ça a aussi un coût, ces grossesses non désirées, même si la grossesse s'est conservée. Et donc c'est ça qui a conduit à ce combat, et cette dimension d'une grossesse non désirée qui serait un état pathologique n'est plus tellement dans l'état d'esprit des femmes, des jeunes femmes actuellement. Et donc là, je rejoins aussi mes collègues qui ont parlé précédemment, c'est qu'il faut réouvrir le dialogue. Ça, c'est sûr. Alors, il faut communiquer, échanger. C'est vraiment comme dans un couple. Et de toute façon, l'injonction de contraception, c'est plus du tout une méthode... Enfin, c'est vraiment une méthode d'un autre âge. On ne peut plus faire ça. Et donc, il faut aussi que nous, prescripteurs de contraceptifs, qu'on se mette un peu à la place des patientes et puis que la contraception n'est pas considérée par elles comme un privilège. C'est pour elles, la plupart du temps, comme une contrainte ou un mal nécessaire. Toutes les patientes, y compris les patientes médecins. C'est pas seulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clan, les prescripteurs. Nous, en tant que femmes, en tant que soignants, aussi, on est soumis à cette nécessité de contraception. Et puis, bien sûr, il faut renoncer à la verticalité de la consultation qui n'amène à rien. Donc, cette nouvelle contraception, il faut l'expliquer. Elle est forcément librement choisie, on l'a dit. Et vraiment, il y a un gros travail cognitif, éducatif, un travail d'empathie, de savoir se mettre à la place de la patiente pour vraiment comprendre ses croyances, où elle s'enracine, pourquoi elle pense qu'elle va grossir, pourquoi elle pense que... Voilà, il y a des choses qu'on peut démonter par... mais effectivement, les chiffres ne parlent pas tellement aux patientes. Faire intervenir le partenaire, parfois c'est possible. Et puis, il faut quand même qu'elle reste gratuite, cette contraception. Et puis aussi, il faut comprendre que les patientes, il y a une question de génération, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas se battre pour quelque chose qui leur est imposé. Là, on voit ce professeur qui dit « c'est bon, vous avez pris votre pilule, on peut faire court ». C'est-à-dire qu'on leur met au biberon, donc elles n'ont même pas eu le temps de réfléchir à la démarche la plupart du temps. Prends la pilule, tais-toi, et puis vis ta vie. Et en fait, voilà, on dit l'expérience est intransmissible.
Si demain on interdisait la contraception, toutes les femmes seraient dans la rue, évidemment. Mais voilà, il faut leur laisser le temps de faire leurs choix et surtout leurs expériences, même si ça a un prix. Voilà. Donc, en fait, c'est les femmes elles-mêmes qui vont rendre leur lettre de noblesse à la contraception. Et puis, un petit mot sur la recherche, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de contraception hormonale à proposer aux patientes. Et quand les dames, souvent, elles arrivent, elles me disent « Écoutez, moi, docteur, mais de toute façon, c'est simple, je ne veux pas d'hormones. » Alors, on a deux possibilités. Je dis « rentrez chez vous. » Ou « non, on va pas faire ça. » Je dis « on va en parler. Voilà, quoi vous avez pensé? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et puis le dispositif intra-utérin, il y a beaucoup de femmes malgré tout qui en ont un petit peu peur et puis parfois c'est pas possible. Voilà, donc peut-être la recherche, je ne sais pas ce que la recherche pourrait encore trouver d'autre au niveau contraception, mais peut-être qu'il y a encore du travail de ce côté, voilà, parce qu'il serait temps que la guerre froide entre les femmes et la contraception s'achève. Je vous remercie.